Bonjour et bienvenue sur 697 IA. IA comme intelligence artificielle. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que personne n'est capable aujourd'hui de donner une définition précise, concrète, acceptable par tous de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler. Parce que l'IA, elle a déjà des conséquences concrètes. Concret, c'est l'esprit de cette émission, générique. L'intelligence artificielle, donc, comment ça marche, à quoi ça sert? Eh bien, nous sommes sur un très beau plateau à Chalon-sur-Saône, dans les anciennes usines de Kodak, et en public, merci d'être nombreux, avec le jury, on vous présentera tout à l'heure une émission en 2 temps. Deuxième temps, des porteurs de projets, des jeunes start-up qui vont plancher, ils ont 3 minutes. Il y a le cœur qui bat parce que c'est un peu leur avenir qui se joue, sous les questions du jury, avec des très beau cadeau, un très beau cadeau pour le gagnant. Et puis en première partie, eh bien, un intervenant. Aujourd'hui, une femme assez exceptionnelle. Elle a 19 ans d'expérience dans l'intelligence artificielle. Elle a une maîtrise en IA. Je vous demande d'applaudir Laure Bourgois. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Installez-vous, je vous en prie. Dis donc, une thèse en intelligence artificielle, ça impressionne, hein? Ah oui. C'est beaucoup de travail, oui. Beaucoup de passion. J'ajoute que vous êtes également cofondatrice de Codata School, un centre de formation en IA et en Big Data. Exactement. Est-ce que vous pouvez parler français? Pas trop de mots compliqués? Un thème passionnant, l'IA et les foules, les mouvements de foule, la simulation des mouvements de foule. On essaie de ne pas l'interrompre, mais vous pourrez poser toutes les questions juste après. 10 minutes, ça vous suffit? Exactement. Banco, allez-y. Alors, je vais vous parler donc de ce sujet sur lequel on a tous et toutes une expertise, le piéton. Le piéton. J'ai travaillé donc avec Jean-Michel Auberlet au Lepsis sur un simulateur de foule en environnement urbain. Le Lepsis? Le Lepsis, c'est le laboratoire exploitation, perception, simulateur et simulation. D'accord. Dans ce laboratoire, on travaille sur des déplacements piétons dans différents contextes, évacuation, situation de crise et interaction avec les véhicules. Évacuation, crise et interaction avec les voitures. En effet, parce que la simulation de foule, pourquoi c'est un sujet important? Parce que dans certains cas, la foule peut avoir des comportements totalement inappropriés, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. On pense au Ezel, on pense à tous ces événements. En Allemagne, en 2010, pour la Love Parade, il y a eu plus de 300 morts. 300 morts lors d'une bousculade. On oublie vite, hein? On oublie vite, oui. Exactement. Du coup, à quoi ça sert? Les cas d'utilisation. Donc, urbanisme, planification, sûreté, sécurité, commercial, pour les galeries commerciales. Où est-ce qu'on va mettre les panneaux publicitaires avec des flux de piétons, pour avoir des flux de piétons maximum, pour que le maximum de personnes puissent voir les panneaux, mais aussi les jeux vidéo. L'idée, c'est de peupler un jeu vidéo sérieux ou pas, avec des avatars qui peuvent avoir un comportement à la fois imprévisible, mais réaliste. Enfin, la dernière application, c'est pour le cinéma. Donc l'exemple que j'aime citer, c'est en 1959, lors du tournage de Ben-Hur, pour peupler le stade antique de Jérusalem, on avait eu besoin de 1500 figurants. En 2016, pour le remake, un figurant générait 25 avatars. Ah oui, en 1959, on n'avait pas du tout, on n'avait pas l'électronique, on n'avait pas les simulations, on n'avait rien comme ordinateur. Il fallait autant de figurants que de personnages. Il fallait autant de figurants que de personnages. Là, un figurant, vous en fait 25. On en génère 25, grâce à des outils de simulation de foule. Et du coup, les premiers travaux en simulation de foule datent des années 70, où au départ, on simulait l'écoulement des piétons comme un flux. Donc on utilisait des équations issues de la mécanique des fluides.
Par la suite, en 1987, un tout petit peu d'histoire, Craig Reynolds a simulé des nuées d'oiseaux et des bancs de poissons comme des billes avec des règles comportementales. Sauf que pour les piétons, c'est difficilement transposable parce qu'en général, même si on se déplace en groupe, on n'a pas des figures standardisées, sauf si on est une équipe sportive ou si on est militaire. En fait, en clair, nous, piétons, on est plus bêtes que les poissons dans un banc de poissons et encore plus que les oiseaux. Exactement. Et alors du coup, il y a un autre type de modélisation, et là on fait de l'intelligence artificielle. On modélise le piéton comme une particule qui est soumise à, donc ça c'est un des premiers modèles, qui est soumise à un ensemble de forces répulsives, c'est les autres piétons et les obstacles fixes, et attractives, donc ça peut être un piéton, si je vous suis par exemple, ou si je vous poursuis. Et mademoiselle, arrêtez de me suivre. si je vous poursuis, attendez, pour finir. Ou si je fuis quelqu'un, ou si par exemple il y a une charge dans une foule. C'est utilisable pour la prévention aussi des attentats. Comment la foule va réagir s'il y a un danger? Donc ça peut être soit un feu, soit un piéton dangereux ou repoussant. Bon, on est capable de calculer donc comment vont réagir les moutons de Panurge, nous. Voilà, alors on fait des modèles approximatifs avec des hypothèses simplificatrices. Et après, vous mettez un vrai terroriste pour voir si c'est vrai. Alors non, on n'a pas le droit. Non. Dommage. Donc en démocratie, on ne peut pas faire ce genre de simulation. Et pourquoi c'est de l'intelligence artificielle? C'est parce que en fait, c'est des systèmes multi-agents. Et l'agent, c'est en fait un agent artificiel plongé dans un environnement qui, avec ses perceptions, doit prendre des décisions, interpréter les stimuli qui lui arrivent. Est-ce qu'il faut une grosse puissance de calcul? Oui, il faut ces calculs, c'est le computer graphic, et en effet, il faut beaucoup de puissance de calcul. On peut réduire la puissance de calcul, comme on l'a fait dans nos travaux de recherche, en disant que si on est dans une foule, notre champ de perception est très réduit, et du coup, on a besoin de moins de puissance de calcul, puisque finalement, les personnes que je vais voir autour de moi, c'est vous et vous. Donc ça va diminuer le calcul qu'on doit mettre en œuvre. Mais on a besoin de beaucoup de puissance de calcul. Le piéton, finalement, les simulations de foule, c'est un exemple d'intelligence artificielle intégrée, parce qu'on peut utiliser du machine learning, apprendre des comportements, sauf que dans la réalité, si vous traversez un carrefour, vous ne faites pas du machine learning. Vous utilisez un ensemble de règles comportementales que vous avez appris quand vous étiez petit. Donc c'est un cas où le machine learning est plus ou moins applicable en fait. Et on sait très bien qu'on ne traverse pas de la même façon en dehors des clous à Paris qu'à Zurich. Alors justement... En Allemagne, on se fait gronder tout de suite. Oui, justement, un cas d'étude, parce qu'au Leipzig, il y a des chercheurs en psychologie du comportement, on avait repris leurs travaux, qu'on avait injectés dans notre piéton artificiel, qui nous donnait un ensemble d'indices visuels sur la base duquel on va pouvoir traverser hors des clous. Parce que le piéton français traverse hors des clous. C'est pas vrai, ça. Si, allez, on est là pour dire la vérité, ça nous arrive. Le piéton français traverse hors des clous, mais donc c'est là où on a la limite du modèle, c'est que ces modèles de simulation de foule vont varier selon les cultures, selon les situations et selon les différents types d'interactions qu'on veut avoir avec les autres. On peut citer les travaux de Manosha, qui est un Indien qui travaille avec des Chinois, et il travaille aussi énormément sur les outils de simulation de foule. Mais ils ne vont pas utiliser exactement les mêmes paramètres. À chaque fois, le problème, c'est une calibration du modèle. C'est passionnant, hein. C'est à la fois du comportemental, le bon behaviorisme, on n'est pas pareil que les Chinois, ni que les Hollandais, ni que les Suisses, et à la fois une grosse puissance de calcul et des algorithmes compliqués pour les simplifier, au contraire, le plus vite possible. C'est des algorithmes compliqués qui peuvent être embarqués dans des robots, parce que en 2024, il y aura les Jeux Olympiques à Paris, et ce genre de modèles peuvent être embarqués dans un robot autonome qui va pouvoir prendre des décisions à différents niveaux. Opérationnel, c'est évitement d'obstacles. Tactique, c'est des décisions à moyen terme. Et stratégique, s'il veut planifier son itinéraire. Donc ça, c'est aussi un thème d'intelligence artificielle. Et pour revenir au JO, on veut pouvoir simuler à l'avance comment
les personnes vont s'écarter ou vont se rapprocher du robot afin de ne pas générer des mouvements de foule. L'objectif, c'est de sauver des vies. Formidable. C'est beaucoup plus compliqué finalement que la mécanique des fluides, hein, qui était déjà pas simple. Alors, de plus, il y a certains modèles où en fait on va dire, exemple, en termes de calcul, dans certaines situations, ça va plus vite de simuler un flux de piétons comme l'écoulement d'une rivière, sauf que si ces piétons d'un seul coup doivent prendre le métro ou prendre un bus, on doit splitter le flux en particules. Donc comme il y a un autre thème de recherche, c'est comment je prends mon premier modèle et je le split en un second modèle et comment je m'assure que je ne perds pas d'informations. Toujours le but, c'est à la fin de mesurer des vitesses moyennes, le nombre de collisions et de savoir où mettre la sortie si je veux évacuer un stade. On imaginait mal que vous soyez capable de splitter le flux en particules. Non, alors... Je vais vous prendre un petit peu de temps, alors, si ça ne vous gêne pas, pour donner la parole un peu au jury. Bien Et d'abord sûr. vous présenter. Éric, nom, prénom, profession. Éric Michou, directeur ou gérant ou développeur de Galilée et Qui est un groupe d'entreprises dans industriel. l'industrie. Affirmatif. Vous avez les mains dans le cambouis, mais la tête dans les étoiles. Ah bon. Anne, Bonjour, Anne Peunavac, présidente de Boostignon. Nous sommes un incubateur de start-up locales et internationales. Vincent Lemonde, entrepreneur technologique. Je suis aujourd'hui directeur technique de Robotics Valley. qui est Robotique Ballet. On vise en fait à pousser l'appropriation des technologies par les industriels locaux. Dominique. Adria, je suis mentor chez Orange Fab et j'accélère des jeunes entreprises innovantes. Ah oui, vous boostez les startups. Je les aide dans leur maturité humaine et business. Il y a l'humain et le Il business. y a l'humain et le business. Elle est bien cette émission, on parle des deux. Et enfin Fabien. Fabien Imbert, président d'Innobiz, incubateur et accélérateur de start-up dans le sud de Bourgogne, et aussi président de Kinetic Technologies, une entreprise qui développe des tables et des logiciels interactifs tactiles. Des tables tactiles. La prochaine fois, on en aura une magnifique ici. Vous en avez de 5 mètres carrés? On peut. Pas encore? On peut. Bientôt. Alors, qui veut poser la première question alors? On l'interrompt un peu, c'est vrai, mais c'est tellement passionnant et ça va dans toutes les directions que Anne peut-être. On dit souvent en fait qu'une foule a un âge moyen de 11 ans. Est-ce que justement en fait votre étude Prends en compte l'âge. Non, donne comme en tout si. cas un âge moyen en fait Alors, comportemental? Alors, il y a des modèles qui prennent en compte l'âge, mais en général, ils vont plutôt se focaliser, je réponds peut-être un petit peu à côté de la question, ils vont plutôt se focaliser sur les personnes âgées et l'impact de la prise de risque. Et finalement, les personnes âgées prennent beaucoup plus de risques que les jeunes, parce qu'ils ont une mauvaise perception du temps d'arrivée du véhicule. C'est pour ça que lorsqu'ils vont traverser hors des clous, eux aussi traversent hors des clous, ils vont prendre paradoxalement plus de risques. Par contre, pour l'âge moyen du Ça veut groupe... dire qu'il faut s'entraîner dès je qu'on ne est sais pas. jeune. Attends, la moralité, c'est qu'il faut s'entraîner dès maintenant, dès qu'on est jeune, à traverser en dehors des Exactement. On coupera au montage. D'où l'école de formation. Intéressant, très intéressant. Oui, donc l'âge moyen d'une foule, ça dépend du pays. Ça varie selon en fait la zone géographique. Oui, ça varie selon les On n'est pas endroits. tous pareils. Exactement. Est-ce que vos travaux ont déjà de l'influence, par exemple, sur l'urbanisme ou la construction, le plan des bâtiments? On avait vu les exemples de Thalès, qui dans les aéroports, regardez, imaginez qu'est-ce qui se passe si un terroriste est là, et donc on mettait des portes de sortie en fonction d'eux. Est-ce que pour 2024, il y a déjà des applications concrètes, pratiques dans le bâtiment? Dans le bâtiment, alors nous, on avait plutôt travaillé en environnement urbain, en fait, Oui. qui est un problème encore plus compliqué, plus complexe, puisqu'il y a des interactions avec des véhicules. Mes travaux ont été financés d'abord par la Fondation Sécurité Routière, puis par le projet Terra Dynamica, qui était un projet justement porté par Thalès. Et l'objectif, c'était le réaménagement de la place de la République à Paris, Oui. avant qu'elle soit réaménagée. Et donc, nous, on était en charge, l'IFSTAR, donc le LEPSIS, de proposer des algorithmes. Alors, à ce jour, ils n'ont pas été encore mis en œuvre, les algorithmes qu'on avait proposés. Alors, petit à côté, je suis un homme politique, Oui. je fais une grande manifestation et je dis « Oh là là, il y avait plein de monde ». Vous savez la vérité? Racontez-nous. Ah, République et Trocadéro. Ah oui, alors donc Pas il y a- de nom.
Non, pas non. Donc là, ce n'est pas exactement de la simulation de foule, c'est plutôt du comptage de manifestants. Et on voit bien que en fait, finalement, ces sujets ont un impact et ont une sensibilité. Donc un candidat à la présidentielle avait dit rassembler 130 000 piétons place de la République à Paris, qui fait 34 000 mètres carrés. Les médias, au départ, ont dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste. Or, si c'est réaliste, quoique il devait être assez serré, puisqu'il y avait en moyenne 4 piétons par mètre carré. Et dans le métro parisien, en tout cas aux heures de pointe, il y a en moyenne entre 3,5 et 6,5 piétons par mètre carré. Donc, En heure de pointe, on peut être à 6 par mètre carré dans le métro parisien. 0,5. Le 0,5. Non, mais c'est des moyennes, c'est des approximations. Mais c'est des moyennes, On est c'est entre d'accord. 3,5 et 6,5. Mais on est statique. Mais Ah, on c'est est ça. statique. Alors, donc du coup, il y a un outil qui s'appelle Map Checking qui permet de mesurer en fonction de la densité le remplissage d'une place. C'est Oui. un outil qui utilise Google Maps. C'est un outil open source. Par contre, cet outil, il ne prend pas en compte la place du mobilier urbain. Donc, il doit avoir une marge d'erreur et il ne prend pas en compte justement l'écoulement du flux de piétons. En tout cas, 130 Il y a des 000 erreurs. personnes à la Répu, c'était possible. C'est crédible. C'est Ils crédible. sont serrés. C'était jouable. C'était jouable. En revanche, Alors, en revanche, un autre candidat à la présidentielle avait dit rassembler 200 000 personnes place du Trocadéro. Or, cette place est 2 fois plus petite que la place de la République. contrairement à ce qu'on pourrait croire, et donc il n'y avait pas 200 000... Donc là, c'est pas crédible. l'IA et les implications politiques. Est-ce que Trump vous a appelé pour la... Non. Pour le mur, non. Non, mais pour la cérémonie d'investiture. Mais là, les photos parlaient d'elles-mêmes entre lui et ce qui s'était passé pour Obama. Moi, j'ai une question. Dominique. Je voudrais savoir quelles sont les correspondances de ces recherches à l'international. On connaît tous, enfin beaucoup en tout cas, cette image d'un gros carrefour à Tokyo où on voit des foules se déplacer en croix et c'est assez impressionnant. Quelles sont les recherches qu'exercent les autres pays ? Alors, il y a de nombreuses recherches, en particulier, en effet, en Asie, et donc en Chine, en Asie, en Inde. Et justement, ils utilisent très souvent des modèles à base de forces répulsives, puisque c'est des modèles qui sont très faciles à calibrer, en fonction de biais culturels. C'est-à-dire qu'apparemment, en Asie, ils vont accepter d'avoir une distance entre, par exemple, moi et monsieur, beaucoup plus réduite qu'en France. Donc, c'est tout à fait possible. Il y a de nombreuses recherches en Chine, alors couplées avec de la reconnaissance visuelle, et aussi dans les pays du Moyen-Orient, puisque chaque année, à la Mecque, tournent autour de la Kaaba plusieurs millions de personnes avec, pareil, des mouvements de foule avec des conséquences dramatiques. Donc, ils font des recherches aussi dessus. Il y a eu quelques années, 1000 morts. 1000 morts, on n'imagine pas. Mais... Et l'objectif, c'est de savoir où placer les voies de sortie. Sachant que si une voie de sortie est mal placée, tout le monde va se précipiter vers la sortie et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, comment gérer le flux ? Dernière question pour moi. 6,5 densité au mètre carré à métro parisien. Est-ce que les Tokyoïtes nous battent ? On a toutes des images à Tokyo dans le métro. Compressées. On pousse les gens comme ça. J'ai l'impression qu'on doit pouvoir tenir à 7,2 au Tokyo. Alors probablement. Alors c'est quoi ? C'est en fonction de la corpulence. En fonction. Mais Non, mais c'est en fonction de plein de paramètres. Apparemment, le maximum, c'est 6,5. Mais on est vraiment dans une situation très inconfortable. Oui, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc, mais là, c'est plus de la sociologie, c'est des sciences sociales. Donc là, je ne suis pas spécialiste. C'est passionnant. C'est à la fois des maths, de la sociologie, du behaviorisme, et de la psychologie, et presque de l'international. Les Français ne sont pas pareils que les Tokyoïtes, qui ne sont pas pareils que les Toulousains ou que les Allemands. C'est formidable. On est à la charnière des sciences sociales, de l'informatique. Et pour moi, c'est emblématique de l'intelligence artificielle qui se nourrit des cas d'utilisation et d'application, des données qu'on va lui donner en entrée et qui va pouvoir délivrer une application. Donc, c'est de la science, mais il faut que ça soit reproductible et on propose des modèles qui sont toujours approximatifs. C'est très intéressant parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas d'IA sans deep learning et sans data. D'abord, tout le monde dit moi, je n'ai pas assez de data pour mon lake, il n'est pas assez grand. Là, il y a une formidable source d'information de data. Ce sont nous, vous et moi, la psycho,
la socio, le comportementalisme? Alors, la psycho, la socio, c'est plutôt des règles. On va transférer des règles. Le nombre d'études, ça vous fournit une matière première formidable. Alors, les études, ça peut poser un problème par rapport au RGPD et à la CNIL, parce que même si on filme des carrefours, il faut que les piétons ne soient pas reconnaissables. On va filmer plutôt les trajectoires. À la RATP, ils ont des films depuis une vingtaine d'années. Alors, ils ne veulent pas vous les donner. Non, en fait, il y a une directive européenne apparemment qui vise à privatiser la RATP. Donc ces données, elles représentent un capital pour la RATP. Donc voilà, du coup, le problème des données, mais alors après, en Italie, il y a à Milan, ils ont filmé des carrefours. Donc pareil, c'est pas exactement les mêmes conditions. On peut aussi filmer des galeries marchandes, mais toujours c'est la protection de la vie privée. Qu'est-ce qu'on fait avec les données? Et à chaque fois, c'est contextuel, puisqu'on ne va pas avoir le même comportement quand on déambule dans une galerie marchande ou lorsqu'on est en situation de panique. Avec plein d'applications, y compris, vous l'avez dit, pour la publicité et pas seulement la sécurité. Une dernière question, parce que le temps passe trop vite malheureusement. Oui. Mais oui. Et comment vous faites pour valider vos modèles? Est-ce que vous rejouez des situations qui sont déjà arrivées finalement? Ou vous essayez de prédire ce que vous allez constater? On fait les deux en fait. On fait des modèles prédictifs, comme c'est des prédictions par définition. Et on va calquer justement les simulations sur des trajectoires, et ce qu'on va mesurer, c'est des vitesses moyennes, le nombre de collisions moyens et l'ensemble des positions. Vous avez accès à des caméras de surveillance justement pour essayer de jouer vos prédictions et de voir finalement de comparer avec la réalité et ce qui s'est réellement passé? Donc moi personnellement non, mais au Lepsis, ils ont accès à certaines données. Pourvu qu'elles soient anonymisées, ce qui est très important. Anonymisées et respectueuses de la vie privée. Laure, on avait encore plein de questions à vous poser, malheureusement le temps passe trop vite. Il va falloir qu'on passe maintenant à la deuxième partie de cette émission, les porteurs de projets, des startups qui vont plancher devant vous, messieurs et dames les membres du jury. 3 minutes, avec derrière, pour le gagnant, un très beau cadeau. Mettons un booster, comme on veut sur les fusées. À tout de suite. Et merci encore une fois, Laure. Bravo. La deuxième partie de l'émission risque d'être aussi passionnante, en tout cas aussi concrète que la première. Vont plancher devant vous, messieurs les membres du jury, et devant vous le public également, 3 startups, 3 jeunes pousses. Ils ont 3 minutes pour vous convaincre. Ensuite, répondre au flot de vos questions acerbes et professionnelles. Je rappelle que vous êtes tous un peu proches des startups et des jeunes pousses. On a les résultats, vous savez que ce n'est pas la première émission, on a les résultats de l'émission précédente. Le jury, certains d'entre vous étaient déjà là, a déterminé que c'était Nounki. Vous vous rappelez de Quentin, un jeune garçon formidable. Il a fait un système d'écoute, de réseau, de tous les réseaux sociaux, pour savoir ce qui se passait. Dès qu'il y a une petite information intéressante, il la révèle un petit peu avant tout le monde, avant l'AFP. En gros, ils arrivent avant tout le monde à déterminer un événement. C'est vous que le jury... Mais vous n'étiez pas seul à voter. Le public également voté. Vous avez le droit, et donc le devoir de voter sur 697 IA. Les internautes, dans les startups du mois dernier, ont choisi Push 4M. Push 4M, un monsieur génial, un kiné, je crois, d'origine, qui avait inventé un muscle mécanique. Mais au fait, Éric Michaud, qu'est-ce qu'il gagne? Dites aux téléspectateurs, qu'est-ce que gagnent les startups qui planchent ici à 697 IA? Il gagne d'abord un prêt d'honneur, chose importante pour pouvoir faire vivre et développer son entreprise. Il gagne après la capacité d'être suivi par une communauté de mentors, et on estime avoir le plus gros Fab Lab de France, puisque toutes nos usines et nos ateliers servent à aider les jeunes start-upers à pouvoir créer leurs produits. Et puis en même temps aussi, ils sont aidés par l'installation dans un incubateur, co-incubé à Chalon-sur-Saône. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que d'être incubé à Chalon-sur-Saône quand même, évidemment. Avec des industries, avec des industries qui sont sur le terrain, qui connaissent la vraie vie. Qui connaissent, on n'est pas comme on l'a dit tout à l'heure, on a les mains dans la graisse et puis après la tête dans les étoiles. Et puis le dernier point, c'est tout le réseau de communication, parce que c'est très important pour les start-upers de se faire connaître avec les réseaux de communication, c'est vital, et notamment cette émission 697 IA qui est présentée et animée par Jérôme Bonaldi. Ovation!
697 IA sur YouTube également. Si vous voulez voir ou revoir les précédentes startups ou les précédentes émissions, n'hésitez pas à regarder. Et de toute façon, il va falloir que vous revoyiez tout ce qu'ils vont plancher maintenant pour pouvoir voter ensuite. Quentin, bonjour. Lina, prêt? On y va? C'est Georges. Allez, je vous en prie. Allez. Bien, les premiers candidats, ils s'appellent Quentin Ancry et Rida Bourgi. Ils ont 29 et 30 ans, ils sont de l'EM Lyon, c'est d'ailleurs là qu'ils se sont connus. Ils ont créé une boîte il y a 6 mois seulement, elle est toute récente, ça s'appelle Robovision France. Je ne peux pas en dire plus parce qu'ils ont 3 minutes pour plancher. C'est une canne qui va formidablement aider pour la mobilité de tous les aveugles et les malvoyants. Quentin, Rida, venez, n'ayez pas peur, enfin, ça ne va pas être facile. Bonjour. Vous avez 3 minutes, pas une seconde de plus, pour convaincre. Vous êtes prêts? Prêt. Eh bien, top chrono. Bonjour, je m'appelle Rida Bourgi, je suis fondateur de Robovision France. Bonjour, je m'appelle Quentin Ancry, je suis chef des opérations. Notre start-up adresse la problématique de la mobilité des aveugles. Aujourd'hui, sur le marché, il y a plusieurs solutions qui existent, comme les applications mobiles, la canne ultrason et les lunettes intelligentes. Aussi, à ne pas oublier le meilleur ami de l'homme, le chien guide. Mais celui-ci aussi présente plusieurs problèmes. Il coûte très cher, il est compliqué à entraîner et il n'est pas accessible à tout le monde. Avec tout le développement des nouvelles technologies comme la voiture autonome, plusieurs possibilités et opportunités sont ouvertes aujourd'hui pour résoudre le problème de la mobilité des non-voyants. C'est pour cela que notre équipe à Robovision a conçu Mimi, la première canne autonome. Pour mieux vous décrire Mimi de façon très simple, Mimi est une canne avec des roues, des caméras et utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir imiter le chien. Mais concrètement, comment ça marche? Premièrement, la personne doit utiliser les commandes vocales pour donner le point d'arrivée à la canne. Deuxièmement, la canne se géocalise et planifie le parcours et calcule les trajectoires. Et en utilisant le computer vision, qui est l'intelligence artificielle, notre sujet aujourd'hui, aide à éviter les obstacles. Et troisièmement, et enfin, avec le machine learning, la canne s'adapte à l'utilisateur pour mieux créer une expérience personnalisée. C'est donc pour cela que nous sommes ici devant vous aujourd'hui, le jury de 697 IA, Boostil Lyon, M. Michou, afin de pouvoir mettre en place un partenariat stratégique pour aider au développement de notre projet. Aujourd'hui, nous avons pu tester en partenariat avec l'Union nationale des aveugles et des déficients visuels notre premier prototype. Et le responsable du bureau de Lyon, M. Ketab, nous a demandé de revenir rapidement avec Mimi, avec notre première version. C'est donc pour cela, aujourd'hui, que nous souhaitons franchir la prochaine étape avec le groupe Galilée, avec Boostil Lyon, afin de pouvoir enfin sortir la première version de Mimi et enfin changer le quotidien de 350 millions d'aveugles et de déficients visuels. 2 minutes et 37 secondes. Bravo. Je peux me permettre la première question? Pourquoi il y a une roulette? Pourquoi on fait une simple canne? Mais parce que déjà, si on veut vraiment donner de la fluidité à la mobilité des personnes non-voyantes, la meilleure solution, c'était le chien. Et comment on peut mimiquer le chien? Comment on peut imiter les chiens avec des roues? Quand on balaye, quand on a vu les aveugles et on a commencé à expérimenter nos prototypes, ils nous ont dit qu'ils ont du mal à toujours balayer avec la canne. C'est pour cela on s'est mis d'accord que les roues étaient la meilleure solution pour fixer la fluidité. Une question? Oui. Le positionnement prix, du coup, puisque vous dites que c'est plus accessible qu'un chien, quelle est la différence entre les deux? Déjà, le chien, il coûte entre 25 000 € et 50 000 €. Il a besoin de plusieurs années pour l'entraîner. Pour nous, déjà, notre business model est fait de façon qu'on peut acheter la canne entre 1 500 et 2 000 € ou la louer de 100 à 150 € par mois. Et aussi, il y a des packages de services digital. Il y a beaucoup d'aide pour les personnes malvoyantes. Une autre question? Quel est le système en fait pour garantir l'autonomie de la canne? L'intelligence artificielle. Non, l'autonomie, l'énergie nécessaire. Ah, c'est électrique. Elle est électrique. Il y a des batteries sur la canne
Et à chaque soir, le déficient visuel, il la met sur le chargeur et ça recharge. C'est électrique. La roulette ne peut pas en profiter pour recharger les batteries? Voilà, la deuxième version, la prochaine version, on va aller progressivement avec la technologie. On va aller progressivement avec la technologie parce que déjà, on a du mal, nous, comme des gens normaux qui utilisent la technologie, on a toujours des problèmes à adopter des nouvelles technologies. C'est pour ça qu'on doit aller progressivement, étape par étape. Et justement, d'où vient la technologie du prototype, pour commencer? Vous l'avez développé vous-même ou... Oui. Quand on a testé le proof of concept, on a utilisé une voiture télécommandée avec une canne pour seulement voir si les non-voyants ont la confiance d'utiliser cette canne et s'ils vont l'aimer. Et notamment, comme Quentin l'a dit, on a eu un très très bon retour des déficients visuels qui nous attendent impatiemment. C'est quoi votre stratégie de croissance? Au début, nous, on va aller dans une ville, par exemple Lyon ou Toulouse, qui sont des villes connectées déjà en termes d'infrastructure, pour pouvoir donner de la puissance à la canne et du pouvoir de connectivité. Et après avoir testé et expérimenté notre produit, on va faire le roll-out sur toute la France et après aller à l'international. J'aimerais compléter ce point en citant les membres de l'équipe, donc Hamza, Clara et Salvatore, qui sont titulaires d'un PhD en nucléaire et en électronique, qui nous permettent d'avancer sur le produit. Qu'est-ce que vient faire le nucléaire dans cette affaire? C'est la meilleure du secteur d'énergie, c'est la plus avancée. Quand on parle... Mimi sera nucléaire? Si tu veux. Laure Bourgois. Oui, je voulais savoir, c'est une question technique en fait, donc vous utilisez un système d'information géographique. Oui. Lequel? C'est un en petit parler? On peut pas. Il y a des technicalités qui restent parce qu'on fait. Vous voulez le cacher en fait. Ouais, on le cache et on est en phase de brevet provisionnel, donc on peut pas tout. C'est pas Google Maps. C'est pas Google Maps du tout. Non, c'est jamais Google Maps. C'est pas Google Maps. C'est pas Google Maps. Mais ça sera aussi précis que le RTK des paysans. Voilà, par exemple. un mètre précis parce qu'on a besoin d'être à un mètre précis. Oui. Ouais. Oui. Et à l'intérieur, du coup, parce que là, on parle des déplacements extérieurs, mais à l'intérieur. C'était une des premières questions qu'on avait nous-mêmes en équipe, mais on a découvert que dans les bâtiments ou bien chez les déficients visuels à la maison, par exemple, ils n'ont vraiment pas besoin de canne. Ils connaissent les endroits, tout ce qui est... Ce qu'on a testé, nous, c'était les endroits ouverts. Et la deuxième phase, ça sera vraiment de tester et expérimenter dans les bâtiments, dans les centres publics, dans les écoles, dans les universités, pour faire des cartes digitales et les permettre de se déplacer à l'intérieur aussi. Notamment si on pense par exemple aux aéroports, lorsque la personne de déficience visuelle va sortir de l'avion, les handicapés ont aujourd'hui à disposition des fauteuils roulants, on peut imaginer avoir Mimi à disposition afin de pouvoir traverser l'aéroport en toute sécurité. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est vraiment de donner le pouvoir aux déficients visuels de ne pas seulement de se déplacer, mais aussi de voyager. Quelle est la genèse de l'idée? Moi, j'ai mes 2 grands-parents qui, au bout de l'âge, sont devenus non-voyants. Et ça m'a tenu au cœur. Aujourd'hui, quand je vois la technologie et qu'est-ce qui est disponible pour nous, je pense, qu'en est-il pour les non-voyants? C'est pour ça. Dominique. Oui, à terme, vous avez des leviers pour que le prix soit plus accessible à la majorité des personnes concernées? Voilà, aujourd'hui, on travaille avec des centres de recherche et des accélérateurs d'innovation pour pouvoir non seulement avoir leur aide et leur coup de main dans le développement de la technologie, mais aussi aboutir à des subventions. Parce que quand on travaille par exemple avec des chercheurs CNRS et autres, on a c'est plus facile d'accéder à des subventions. Donc c'est ni le marché, ni la technologie qui pourra faire baisser les prix? C'est le volume. Oui, donc c'est le marché. Ah oui, c'est le volume. Une dernière question, parce que le temps passe trop vite, hélas. Quel est le planning au final? Vous avez une levée de fonds de prévu, le premier prototype ou premier de série plutôt, quand est-ce qu'il arrive? Le premier, déjà, on est dans une phase où on veut lever des fonds. On participe dans des concours déjà et on demande des subventions qui sont nationales au niveau de la région et au niveau national. Et après, on tente de lever des fonds auprès des VC pour pouvoir... Des VC. Des VC. Des venture capital. Merci. Pour pouvoir commencer à commercialiser Mimi en fin 2020. Merci.
Rien à rajouter, vous avez tout dit. Non, merci beaucoup pour cette chance. Bravo à vous, bravo, parce que 3 minutes, c'était pas évident, répondre à toutes les questions des spécialistes. On va vous demander, s'il vous plaît, de quitter la salle, parce que le jury doit maintenant délibérer pour savoir qu'est-ce qu'il pense de vous. Attention au micro qui va tomber. Bravo. En plus, vous avez des réflexes. Merci, on peut vous applaudir. Bravo. Ils viennent de nous quitter. Sans présager de votre choix, quelques réactions à chaud. Éric. Absolument génial. Ils savent allier l'humain et la technologie quand elle a quelque chose de bien. Dominique. Un projet audacieux avec de forts potentiels s'ils savent trouver les bons partenaires et régler le problème du prix. On en reparlera. Tout de suite, la deuxième start-up. Bonjour Leslie. Alors, prête? Oui, ça va. On y va? Oui. Allez, je t'en prie. Elle s'appelle Leslie Marel. Elle a fait une entreprise qui s'appelle BioMarel. Elle a 28 ans et elle n'est pas du tout née dans l'informatique, elle fait de la biologie. Leslie, venez nous rejoindre, docteur en biologie, avec quelque chose qui concerne le handicap et le handicap moteur. Oui. Vous êtes au courant, 3 minutes. 3 pas minutes. une seconde de plus. Très bien. Pas de chrono. Alors, savez-vous qu'une personne sur 6 est atteinte d'un handicap? Rien qu'en France, cela représente 12 millions de personnes. Et sur ces 12 millions, 30% sont atteints d'un handicap moteur. Dans une société ultra connectée, avec l'autonomie qui est au centre de tout, ça représente quand même un peu moins de 4 millions de personnes en France qui n'ont pas accès à la technologie. Et si la technologie pouvait leur permettre d'avoir la possibilité de communiquer, d'échanger, de s'instruire ou simplement de retrouver un minimum d'autonomie. Alors, moi, je suis Leslie Marel, présidente de la société BioMarel. BioMarel développe donc des dispositifs médicaux pour les personnes en situation de handicap pour leur permettre de retrouver un minimum d'autonomie grâce à la technologie. Notre but à long terme est de pouvoir proposer des solutions sur tout type de handicap, mais aujourd'hui on s'est concentré sur le handicap moteur grâce à notre produit, le BM Connect. Donc, le BM Connect est un dispositif électronique qui permet d'utiliser son ordinateur, sa tablette, son smartphone ou même une liseuse uniquement avec sa tête. Donc, doté d'un gyroscope, on va pouvoir, grâce à des mouvements de tête, faire des déplacements de souris sur le système informatique. Et pour cliquer ou valider, comme vous et moi, l'utilisateur va pouvoir utiliser donc soit le sourcil, soit le souffle, soit le menton. Et en fait, tout ça est réglable sur un seul et unique logiciel qui est disponible sur notre site internet. Ce qui nous démarque de nos concurrents, c'est que nous avons une approche très pragmatique. En effet, on l'a développé pour une personne qui est toujours atteinte de maladie de Charcot. C'est une pathologie neurodégénérescente avec une paralysie ascendante. Donc tous ceux qui sont atteints sont réellement coupés du monde. Une fois qu'on a développé cette première version du BM Connect pour elle, on a décidé d'élargir notre cible à toutes les personnes avec une mobilité réduite des membres supérieurs. Ce qui rend notre solution unique, c'est vraiment qu'elle est fiable, il n'y a pas de fausse détection, elle est adaptable et adaptée. Donc il y a un seul logiciel, on règle chacun des capteurs en sensibilité. Elle est compatible multiplateforme, donc Windows, Apple, Linux, Android. Et elle est donc à la fois complète et accessible à un prix beaucoup plus accessible que ce qui existe aujourd'hui sur le marché compte tenu des fonctions. Aujourd'hui, nous avons fini la dernière version de notre produit du BM Connect et nous allons lancer la commercialisation d'ici quelques semaines. On peut déjà précommander, donc soit sur le site internet, soit en envoyant un email. Et nous nous adressons aux centres de rééducation, maisons d'accueil spécialisées, aux associations de patients, évidemment aussi aux particuliers, hôpitaux et cliniques dans un deuxième temps. Mais ce que nous recherchons essentiellement, c'est des partenaires clés avec qui tester la solution pour avoir le maximum de retours utilisateurs. Et notre grande étape, ce serait de le rendre pris en charge et par la mutuelle et par la sécurité sociale pour rendre encore plus accessible. Donc notre but chez BioMarel, c'est de rendre leur autonomie aux personnes en situation de handicap grâce à notre technologie. Je vous remercie. Il vous restait 10 secondes, 2,50, formidable. Mais il manque quand même des détails techniques. Les sourcils, le menton ou le souffle. Oui. On connaissait déjà ces systèmes. Concrètement, ça s'appareille comment ? Alors, concrètement, c'est un petit dispositif qui n'est pas plus grand que ça, qui va se mettre sur la lunette, si on porte une lunette, ou simplement sur un serre-tête, et qui va, donc ça c'est la solution du gyroscope, et on va venir clipser vraiment un contacteur. Donc le contacteur, donc soit optique, pour pouvoir prendre le déplacement du sourcil pour cliquer. Optique eye tracking ? Non, vraiment optique, on vérifie le déplacement du sourcil. Donc un déplacement, donc ça peut être aussi une paupière si on le mettait un tout petit peu plus bas. Ou on va mettre un autre contacteur qui lui fait souffle, donc on va venir souffler
donc, pour pouvoir cliquer, ou simplement le mettre sur le menton, et ça va aussi détecter un mouvement de menton. On n'a pas besoin de le toucher. C'est vraiment un contacteur multifonction. Je me permets, ces dispositifs existent déjà depuis très longtemps. Votre plus, c'est quoi? La simplicité et donc le prix? Alors, notre plus, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a pu voir sur le terrain, parce qu'on l'a développé, comme je vous le disais, pour une personne en particulier, c'est qu'il existe des produits monofonctions. Donc un produit, une fonction. Nous, on a rencontré des personnes qui nous disaient « je veux bouger, j'utilise un gyroscope, je veux cliquer, ils rajoutent un contacteur supplémentaire », soit de la même compagnie, soit d'un autre fabricant. Et ce qu'on leur propose, et ce qui fait vraiment notre plus par rapport aux concurrents, c'est qu'on propose une solution multifonction qui est totalement fiable dans les détections, il n'y a pas de fausse détection. Les personnes handicapées n'ont pas besoin que, déjà qu'ils ont une difficulté au niveau de certains muscles, au niveau du visage, qu'on vienne détecter un faux contact. Voilà. Donc c'est vraiment ça notre solution, et surtout qu'on est compatible sur tous les systèmes, parce que ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Une question? Moi, sur Fabien. Le côté de... Il y a une technologie, l'eye tracking, qui est très performante, qui existe depuis longtemps. Je ne connais pas le positionnement prix, et elle est moins invasive. Comment vous vous positionnez par rapport à cette technologie? Alors, nous, on n'est pas du tout sur l'eye tracking, mais on n'est pas invasif non plus. On se met au niveau de la lunette, on se met au niveau d'un serre-tête. Donc c'est quelque chose qui, sur toutes les personnes qu'on a équipées aujourd'hui pour des tests, ont pu nous faire remarquer que c'était assez discret, c'était léger, ils n'avaient pas l'impression de porter notre dispositif. L'eye tracking, c'est très bien quand on a les... Je dirais, dans le classique, quand on a les yeux noirs et qu'on a les sourcils assez détectés. Si on est blonde avec les yeux bleus, c'est plus difficile. Voilà, ce qu'on a pu détecter, c'est vraiment cette fiabilité où il ne comprend pas le déplacement de l'œil et donc il ne se déplace pas. Dominique Adria. Oui, moi j'ai relevé des bénéfices des verbes s'exprimer, dialoguer, interagir, décider, s'informer. Quelles sont les demandes des personnes concernées? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Et est-ce que j'ai oublié des verbes? Alors, effectivement, non, vous avez dit tout ce qui était important. Ce qui en ressort chaque fois qu'on rencontre une personne, c'est qu'ils ont besoin de communiquer. La communication, c'est très simple, mais quand on peut passer son message à l'interlocuteur en face, et qu'ils se sentent réellement souvent enfermés dans leur handicap, enfermés dans leur corps. Et ce qui en est ressorti essentiellement, c'est qu'ils veulent donc aller sur Internet, ça peut aller sur les réseaux sociaux, ça peut aussi... Faire un achat. Ça peut faire un achat, lire donc un e-book sur l'ordinateur ou sur une tablette. C'est pour ça que j'ai dit qu'on était compatible aussi sur les liseuses. Donc vraiment cette notion de se dire, ça existe déjà, mais j'y ai pas accès. C'est vraiment ce qui en est ressorti. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur que le produit soit compatible multisystème pour vraiment leur donner la possibilité également de jouer, comme vous et moi, sur le téléphone. Vincent Lemonde. Et qui a développé la technologie? Comment vous l'avez industrialisée, puisqu'elle va être mise en vente très vite? Oui, alors on a créé le premier produit, la première version, donc encore avec des câbles avant de la passer en sans fil, il y a 1 an et demi. Et il y a seulement 1 an qu'on a créé la structure. Donc le dispositif, lui, il a été fait donc, en interne donc, par mon associé et conjoint, qui est ingénieur en électronique et qui a fait donc, la mécanique, l'électronique, le logiciel, ainsi que l'informatique. Associé et conjoint. Associé et conjoint, on reste en famille par chez nous. Il n'y a pas d'heure de travail, donc il n'y a pas... C'est un autre rythme, un rythme des fois un peu plus soutenu. Il n'y a pas forcément le lundi, vendredi assez classé. Une autre question? C'était ma question justement. L'équipe, en fait, c'est vous et votre conjoint? Alors, on est 3 au sein de la structure. Donc, effectivement, mon conjoint qui fait la partie technique. On a une personne aussi qui fait la partie prospection commerciale, mais aussi un peu notre community manager en ce moment. Et qui est aussi quelqu'un que je connais depuis longtemps. Donc, on travaille vraiment avec, un peu en famille, j'ai tendance à dire. Mais c'est ce qui nous permet, quand on va voir les gens, d'avoir ce côté très proche d'eux. On n'a pas un commerciaux entre eux et nous. Ils nous posent la question, on essaie de trouver une solution. Donc, on cherche ensemble. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Écoutez, que cette émission me permette aussi de faire une promotion sur le dispositif, parce qu'on cherche vraiment à tester la solution sur plein de centres, donc pour pouvoir faire plein de pathologies différentes, afin de pouvoir avoir des retours utilisateurs. C'est très important pour nous. Donc on redonne à tout le monde notre adresse, 697 IA. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup. Sortez du studio, le jury, va maintenant donner son avis. Pas encore le vote définitif. Alors, Leslie vient de sortir à chaud. Premier commentaire. L'industrialisation d'un produit électronique est toujours compliquée, surtout quand elle est couplée à du soft. Je pense que les tests vont vraiment être importants. Pour passer du bricolage, du bidouillage à l'industrie. Fabien?
Oui, projet intéressant et ambitieux, mais il y a des solutions concurrentes en eye tracking qu'il faut vraiment qu'elle approfondisse l'étude. Ça ne présage pas de votre décision finale. On va tout de suite accueillir le 3e candidat. Bon, Adrien, c'est à toi. Allons-y. On y va. 3e candidat, il a 30 ans. Et autant Leslie, qui vient de nous quitter, faisait de la biologie, lui, il fait du droit. Vous voyez que ça mène à tout, à condition d'en sortir. Adrien Dubois-Dalle, venez nous rejoindre. Filière sur, ça nous concerne et ça nous concernera tous, les métaux rares, les terres rares. C'est ça. Vous avez 3 minutes, top chrono. Parfait. Mesdames, Messieurs, bonjour. Adrien Dubois-Dalle, Métallion. Donc nous œuvrons dans les métaux critiques et plus particulièrement les terres rares sur 4 principaux piliers. La sécurisation de l'approvisionnement, le stockage stratégique, le recyclage et la valorisation et la nanostructuration de produits de substitution. Donc les terres rares, qu'est-ce que c'est? Si certains se souviennent de leur vague, de leur lointain cours de chimie, donc ça fait partie du tableau périodique des éléments, du tableau de Mendeleïev. Au niveau du groupe des lanthanides, numéro atomique 57 à 71, donc c'est 17 éléments. 17 éléments de valeur stratégique avec des applications qui sont assez exceptionnelles. Donc il a fallu, on les a découverts au XVIIe siècle, il a fallu attendre jusque dans les années 70 pour les utiliser. C'est notamment grâce à l'europium qu'on a eu la télévision en couleur. Et ensuite, il y a une multitude d'applications. Dans votre téléphone, vous avez des terres rares qui permettent notamment qu'ils soient tactiles dans le milieu médical, pour les IRM, dans l'aéronautique, dans l'aérospatial, dans les satellites, vous avez donc toutes sortes de terres rares qui les composent. Ensuite, la première problématique, c'est la dépendance vis-à-vis de la Chine, parce que la Chine détient le quasi-monopole avec plus de 90% de la production et de l'extraction des oxydes de terres rares. Donc entraînant des tensions sur les approvisionnements, des risques sur les approvisionnements, des risques géostratégiques et géopolitiques, notamment en cas d'embargo, comme il y a eu en 2010 avec la crise sino-japonaise. Il y a eu un petit conflit, mais qui a fait augmenter le cours des terres rares. Il n'y a aucun outil de régulation, sur les terres rares. Et donc ça, c'est assez problématique pour l'approvisionnement. Ça concerne en Europe 11 millions d'emplois, indirectement, les terres rares. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est sécuriser cet approvisionnement. La deuxième problématique, c'est au niveau du recyclage, parce que la France et l'Occident ont préféré délocaliser la production et l'extraction en Chine pour leurs industries françaises, et c'est aussi délocaliser la pollution. Il vous reste 30 secondes. Vous faites quoi? Alors, ce qu'on fait, nous, on agit sur ces 4 différents piliers. Sécurisation de l'approvisionnement grâce à nos partenariats historiques. Stockage stratégique pour permettre de livrer nos clients industriels en cas d'embargo. Donc, on a 6 mois de stockage. Recyclage et revalorisation donc des produits issus des D3E qui correspondent à 200 fois la valeur dans les mines chinoises, donc les D3E, tout ce qui est à l'intérieur des téléphones, et également la recherche de produits de substitution pour pouvoir être in fine complètement indépendant vis-à-vis de la Chine. Voilà. 3 minutes 10. J'ai peur que vous n'ayez pas répondu à toutes les questions et vont être nombreuses. Questions en rafale, réponse très rapide s'il vous plaît. Ouais. Parce qu'on n'a pas très bien compris où était votre action. Qui parle le premier? Déjà, l'histoire de l'entreprise, quand est-ce que vous êtes créé? Quelle activité? La société a été créée en 2015. Donc nous, on œuvre sur la sécurisation de l'approvisionnement grâce à nos partenariats historiques. Et quel volume d'activité vous avez en termes de chiffre d'affaires, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le stockage stratégique, donc qui permet, avec un brevet déposé, d'agir en fonction des ratios volume, tension géopolitique, donc d'approvisionner le client. Et là, on développe la partie recyclage et la partie nanostructuration. Une chose que je n'ai pas très bien comprise, c'est que puisque la France et d'autres pays ont décidé de délocaliser en Chine, quel est, vous, à votre niveau, aussi puissant soit-il, votre impact pour changer ça?
Mais la grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, si la Chine, comme avec par exemple, dernièrement, on a vu le décret anti-Huawei de Trump, donc la Chine, leur arme massive de négociation sont les terres rares. Donc ça veut dire que s'il y a embargo, nos industries françaises comment arrivez-vous à trouver la solution? Avec le recyclage. Le recyclage et la valorisation des D3E aujourd'hui qui sont négligés. Ouais. Alors concrètement, vous êtes dans le recyclage ? Là, dans mon smartphone, dans tous nos ordinateurs, il y en a un peu. Voilà, vous en avez. Ouais. Mais vous savez les récupérer, vous ? Oui, bien sûr. On sait séparer avec des procédés qui ont fait l'objet d'un prix Nobel en 82 par des procédés de biolixiviation naturelle en utilisant donc des produits sans acide, etc. C'est ce que vous faites, vous, à Métallion. Voilà, c'est ça. Ouais. Nous, c'est complètement une filière intégrée qui va de l'approvisionnement de la sécurisation jusqu'à la nanostructuration. Donc, on structure à travers des produits qui sont plus abondants dans la croûte terrestre pour pouvoir se substituer de ces produits. Je me permets, mais c'est de la grosse industrie. On n'est pas dans la start-up. Là, là, c'est un projet avec du gros capital. C'est ça, ouais. D'accord. Pardon. J'ai une question peut-être naïve. Et du coup, le produit recyclé, il coûte plus cher ou moins cher Moins cher. On diminue déjà l'impact carbone sur le produit. On arrive de l'ordre de 20%. Par exemple, dans l'industrie du verre, on a des bouts de recyclage qui sont aujourd'hui enfouis. Ces bouts sont séchés et elles sont neutralisées puis enfouies. Nous, on arrive par exemple parce que c'est quand même assez important, c'est plusieurs milliers de tonnes en France dans les industries du verre. Nous, on arrive à recycler ces bouts pour les faire rentrer dans la boucle de fabrication des industriels. Et votre impact écologique ? Il est assez colossal, puisque déjà, il y a comment dire, l'approvisionnement, l'impact carbone sur l'approvisionnement depuis la Chine qui ne l'est pas. Et pour les industries d'envergure, on peut mettre en place une solution in situ pour justement le réduire à pratiquement zéro, en récupérant directement les produits issus de leur bout de recyclage. Plein de questions, réponses brèves. Dominique Adria. Je suis désolée, je pose une deuxième question parce que vous êtes à l'origine de la création d'une vraie filière industrielle. Quels sont les autres acteurs internationaux dans votre domaine? Vous êtes le seul? Dans le recyclage de ces produits-là, oui. Dans la création de cette filière industrielle? Vous êtes les seuls détenteurs du brevet dans le monde? Oui, aujourd'hui. Il y a eu énormément de projets qui n'ont pas vu le jour, notamment au Japon, avec le transfert de technologie également en Chine. Donc voilà, on a un grand groupe, une personne qui est qui est ingénieur du corps des mines et issue de l'industrie qui nous suit dans ce projet. Qui au capital? Oui. Une question dans le public? Quelqu'un voudrait poser une question précise? Attendez, bougez pas. Non, attendez, on ne vous entendra pas sinon. Ok, non, juste une petite question là. C'est extrêmement intéressant tout ce que vous dites. Et je pense un petit peu, par exemple, à certains produits tels que le plastique et autres. Comment est-ce qu'on peut recycler ça, quoi? Oh non, on s'éloigne. On est dans les terres rares. Non, mais vous avez raison parce que ça rentre. Nous, on intervient sur les chaînes de recyclage des 3E, donc pas sur le plastique. On vient récupérer les produits qui sont aujourd'hui sous-valorisés. Donc il n'y a pas de plastique, par exemple à l'intérieur d'un disque dur, il est facilement identifiable l'aimant permanent que nous on déstructure et on ne le sépare pas morceau par morceau, mais on le réutilise dans son intégralité pour le remettre sur l'économie. Donc le plastique n'entre pas dans... C'est ma question sur la collecte. Okay. Et ce sera la dernière question. C'est une des sources, un des points de collecte. Voilà. Il y en a d'autres? Oui, il y a les bouts de recyclage et les déchets de fabrication, et également la collecte des D3E qui est aujourd'hui négligée jusqu'à maintenant sur la partie terre rare, parce que sinon sur les procédés de coupellation pour le cuivre, pour l'or, etc. Et l'argent, les sels d'argent aujourd'hui sont en place, mais pas sur la partie terre rare. Voilà. Merci Adrien. Est-ce que vous voulez rajouter vous un dernier mot? Non. Vous pensez avoir tout dit et répondu à toutes les questions? Oui. Merci infiniment, je vous en prie. Merci à vous. Vous quittez le studio et maintenant le jury va délibérer. On vient de voir 3 startups, 3 jeunes pousses, certaines plus grosses, plus âgées que les autres. Un seul gagnant pour vous le jury. Il y aura également, ne l'oublions jamais, vous, cher public, qui allez voter, qui devez voter. Voilà, Adrien vient de nous quitter. Réaction à chaud, sans présager de ce qui va se dire. Dominique. C'est un sujet qui est aussi politique, je pense, parce que la Chine ne va pas se laisser faire. Bon. Vous allez vous réunir sous le sceau du secret à la fin de cette émission parce qu'elle est déjà terminée, mon Dieu, comme le temps passe trop vite avec vous. Mais on a besoin de vous.
Vous avez vu les 3 candidats, on a besoin maintenant de vos votes. Une seule adresse, 697 IA. Le vote du public est aussi important que le vote du jury spécialiste. Et pendant qu'on y est, qu'on parle du public, si vous aussi vous voulez assister à l'émission, comme ces gentilles personnes, et participer, ça veut dire poser des questions, 697 IA. On ne répétera jamais assez. Pourquoi ? Parce qu'on va se retrouver dans un mois, les mêmes causes produisant les mêmes effets sur le même plateau, 697 IA. Je ne me lasse pas de le citer. Merci. Merci à tous. Merci d'avoir participé. Il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup de gens qui sont derrière. On ne peut pas les citer tous. On a inventé un truc formidable, ça s'appelle un générique. À très bientôt. Générique. Bye. Bravo. Dynamique, efficace, créatif. Des questions très pertinentes de la part du jury. Super bien, intéressant. C'est l'occasion de voir vraiment des jeunes entreprises qui ont plein d'idées. C'était génial. Moi, j'ai passé un moment vraiment passionnant. Que l'émission, vraiment, elle est gagnée par la bonne humeur. Des candidats très intéressants et très impliqués dans leur projet, qui méritent un petit peu plus que 3 minutes quand même pour les évaluer. Super. Vous êtes un petit peu chaud. J'ai adoré. Premièrement pour l'organisation. Comme d'habitude, c'est de la balle. On rencontre des projets qui sont assez bluffants, innovants, découverts aux 4 coins de la France. Envie de revenir. C'était chouette de voir l'envers du décor. Sympa. Superbe expérience. Excellente émission. À diffuser, rediffuser, partager. Génial. 3 projets hyper intéressants. Je trouve que c'est une super expérience. Bien sûr, j'étais impressionné par toute l'organisation que ça implique. Si effectivement je suis plus invitée, je reviendrai dans le public. Bonaldi est un animateur passionné et incroyable. La qualité du jury, la qualité des startups, le public aussi, et enfin l'animateur qui a rebondi, m'a posé des questions sur le sujet sur lequel j'intervenais. Alors les start-upers, franchement n'hésitez pas parce qu'on passe un super moment, l'équipe est fantastique et puis vous le voyez pas mais en dehors des caméras on rigole quand même vraiment pas mal. Moi j'adore. Participer à l'émission, c'est the place to be de toute façon. La qualité de l'équipe, l'humanité dont elle fait preuve, la bonhomie, la bienveillance, montre que l'intelligence humaine reste quand même le plus important. Macron, c'est quand tu veux.